Bonjour, aujourd'hui on va voir un exercice qui peut faire office de développement, qui m'a été signalé par Éric Jambon, que je remercie au passage, et que je trouve intéressant à plus d'un titre. C'est un exercice sur le théorème spectral, il a fait l'objet d'un problème, d'une épreuve d'algèbre à l'ENS en 86. Vous pouvez retrouver d'une part une correction intéressante de Robert Cabane sur un site que vous trouvez sur internet, qui est dédié aux corrections de problèmes d'épreuves de concours. Et il est aussi très bien commenté sur le livre de Bastien Lartigue qui vient de sortir, qui s'appelle 30 développements pour l'oral 1 et l'oral 2 de l'agrégation interne. Voilà. Donc, allons-y. Je vais l'énoncer en tant qu'exercice. Soit S dans Sn2R, dont les composantes sont dans 0,1, dans l'ensemble 0,1. D, un entier strictement positif. On suppose que le vecteur canonique, donc celui avec que des 1 de Rn, est vecteur propre pour la valeur propre D de S. Et on suppose que S2 plus S moins D-1 IN est égal à J. Alors qu'est-ce que c'est que J? C'est la matrice avec que des 1, c'est-à-dire dont les colonnes sont juste les U. Voilà. Montrer que N égale D2 plus 1, que le spectre de S, c'est constitué, bon alors j'ai mis une inclusion, bon ça peut être une égalité, mais a priori ce sera une inclusion de D lambda 1, lambda 2, où les lambda I sont les deux racines de ce polynôme x2 plus x moins d-1. Et avec la multiplicité de D égale 1. Donc je précise pas, comme S est symétrique, la multiplicité algébrique et la multiplicité géométrique, c'est la même. Donc ça veut dire que le sous-espace propre, il est engendré, pour la valeur propre D, il est juste engendré par eux. C'est ça qu'il faut montrer. Et enfin, on va se retrouver avec un peu d'arithmétique, et il va falloir montrer que D ne peut avoir comme valeur que 1, 2, 3, 7, et le mystérieux nombre 57. Qui, je précise, n'est pas premier, malgré son apparence, puisque c'est 3 fois 19. Voilà. Donc, du théorème spectral, évidemment, parce qu'on a une matrice symétrique réelle. De la réduction, évidemment, des polynômes, des racines de polynômes, un peu d'arithmétique, et ça fait quand même un joli panel qui peut en faire un joli développement. Mais, voilà. Au début, quand j'ai vu cet exercice, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cet exercice? Ça a l'air complètement trafiqué, quoi. Regardez, les hypothèses sont un peu tarabiscotées, et on se demande en quoi c'est naturel d'avoir cet objet-là. Alors ça, après avoir résolu l'exercice, je vais expliquer comment tout ce problème-là devient complètement naturel en théorie des graphes. Et à ce moment-là, l'exercice va prendre une deuxième saveur, vous voyez. Alors cette vidéo, je vous conseille de la visionner 2 fois. Une première fois, la vidéo, vous regardez cet exercice avec un air sceptique sur les hypothèses. Ensuite, vous êtes, dans un deuxième temps, éclairé par cette magnifique application et comment ces hypothèses deviennent complètement naturelles dans un problème concret, et le refaire en ayant à l'esprit l'étincelle de génie qu'il y a derrière cet exercice. C'est un petit peu pareil quand vous parcourez un ruban de Möbius 2 fois, ou un film de David Lynch comme Mulholland Drive. What's wrong? I don't know who I am. Voilà. En tout cas, ces matrices-là s'appellent les matrices de Moore. Et c'est ça qu'on va étudier. On se retrouve tout de suite pour la correction. Bon, la question 1, elle est assez facile. Il suffit, finalement, pour démontrer que n égale d2 plus 1,
appliquer les hypothèses, c'est-à-dire on a une équation ici matricielle et on peut l'appliquer au vecteur U. Donc ça nous fait S de U plus SU moins D-1, ben, I de U, donc U, est égal à JU. Donc comme U est vecteur propre pour la valeur propre D de S, ben, il est vecteur propre pour la valeur propre D2 de S2. Et donc on va avoir D de U, là plus DU, moins D-1U. Et là, JU, ben, comme J, c'est en fait une matrice symétrique. Donc en fait, il va y avoir que des 1 ici sur toutes les lignes. Ben, ça va être égal à NU, évidemment. Comme U est non nul, on peut simplifier par U. Et ça va nous faire N, ici, égale, là on simplifie évidemment, D2 plus 1. Voilà. Bon. Donc ça, c'est un petit exercice apéritif. Alors maintenant le 2, qui est un peu plus impliqué. On a S qui est une matrice symétrique réelle, elle est donc par le théorème spectral, voilà, qui est quand même au cœur hein, finalement de cet exo. C'est diagonalisable en base orthonormée, d'accord. Et on a on a déjà une droite propre. Pour l'instant, on ne sait pas que cette droite hein, est un sous-espace propre. Hein. C'est juste une droite qui est propre. On ne sait pas encore que la multiplicité ici c'est 1, mais on va le trouver. Alors allons-y. Bah, on sait que comme ça correspond à un endomorphisme auto-adjoint. Si la droite est propre, donc la droite est stable, donc l'orthogonale est aussi stable par S. Et maintenant, si on prend V dans l'orthogonale, un vecteur de l'orthogonale de cette droite, donc c'est un hyperplan, hein, eh bien forcément JV égale 0. Toujours pareil, J, ces lignes, comme elle est symétrique, bon, bah, ces colonnes c'est U, mais ces lignes aussi parce qu'elle est symétrique. Donc à chaque fois que vous allez faire J fois V, à chaque ligne, bah, vous regardez le produit scalaire canonique U fois V qui est égal à 0, parce que V est dans l'orthogonale. Donc on va avoir le vecteur nul ici, et donc ça va nous faire donc que quand je vais appliquer ça à V, le membre de droite va être nul, et je vais avoir que V est annulé par cette matrice-là, qui est un polynôme en S, et ce polynôme, évidemment, c'est x2 plus x moins d-1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'appelle petit s l'endomorphisme induit, hein, de l'endomorphisme canonique associé à grand S sur l'hyperplan U orthogonal, eh bien, il est annulé par x2 plus x moins d-1. Voilà. Ce qui veut dire, entre autres, que les valeurs propres, bon, on a un polynôme annulateur, bon, on peut montrer que c'est un polynôme minimal, mais bon, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc les valeurs propres sont racines du polynôme x2 plus x moins d-1, ce qui va faire que Rn maintenant va se décompose en la droite engendrée par U, son hyperplan orthogonal. Là, le polynôme minimal, évidemment, c'est x moins d, hein, de l'induit. Et là, le polynôme minimal de l'induit, c'est x2 plus x moins d-1. On a donc bien que le spectre de S, ça va être inclus dans D lambda 1, lambda 2, où les lambda I sont les racines de ça. Maintenant, pour montrer que la multiplicité de D est égale à 1, il faut montrer que D ne peut pas être valeur propre ici. Comme ça, il y aurait une multiplicité 1 ici. Et effectivement, si on applique D, si on évalue ce polynôme en D, eh bien, on a D2 plus D moins D-1, ça fait D2 plus 1, qui est forcément différent de 0. Donc, on a trouvé le petit 2, c'était un peu plus impliqué, mais bon, pas si difficile. Alors là, le 3, par contre, est un peu plus compliqué. Faut se gratter un peu la tête pour montrer que D ne peut être égal qu'à 1, 2, 3, 7, 57. Alors voilà déjà une première partie qui n'utilise que la réduction, et ensuite qui va nous basculer vers une partie plus arithmétique. Donc là, regardons déjà la première partie juste avec la réduction. Donc, je sais que S, par le théorème spectral, est diagonalisable. Donc, il va y avoir
il va y avoir une décomposition de Rn en sous-espace propre, ici, hein, avec NI, les multiplicités de lambda I. Alors attention, comme je n'ai pas prouvé ici, même si c'est prouvable, que les lambda I sont forcément valeurs propres, la multiplicité ici peut être nulle. Donc c'est assez rare, hein, comme ça, dans la réduction, qu'on parle de multiplicité nulle. Mais c'est parce que les lambda I ne sont pas forcément des valeurs propres, on a juste une inclusion. Alors, regardons maintenant des traces. D'abord, bon, la trace de S puissance 0, la trace de l'identité. C'est tout bête de dire ça, mais c'est juste la dimension. Donc, 1, donc ça c'est la dimension ici, plus la dimension du sous-espace propre, donc je vais appeler M1 la dimension du sous-espace propre, voilà, la multiplicité géométrique, hein, la dimension du sous-espace propre pour la valeur propre lambda 1, donc plus M1, plus M2, bon, bah c'est N. Ça c'est exactement ce que dit la diagonalisabilité de S, et qui vient du théorème spectral. Bon, donc ça c'est évident. Maintenant, on prend la trace. Pour prendre la trace de S, on va regarder cette trace dans une base de vecteurs propres, donc ça fait D pour U, M1 lambda 1 plus M2 lambda 2. Voilà. Maintenant, j'en rajoute une couche avec trace de S2. Je vais m'arrêter à S2, hein, pas la peine d'aller plus loin, mais je vais regarder la trace de S carré. D'abord, qui est S carré? S carré, je vais appeler SIJ avec un indice supérieur 2, ici, donc les coordonnées de S carré, et par définition, ben, SII 2, puisque je calcule la trace, donc j'ai besoin que de SII, hein, les termes diagonaux, c'est la somme des SIK, SKI. Pour K allant évidemment de 1 à N. Maintenant, SIK égale SKI, puisque S est symétrique, et on a SIK carré. Mais SIK carré, comme SIJ est toujours dans 0, 1, c'est SIK. Donc je peux écrire somme de SIK. Voilà. Mais somme de SIK, d'après ceci, ben c'est D. Parce que sur la ligne I, on regarde la ligne I de cette égalité-là, ça nous donne ça. Ça veut dire que, finalement, la trace de S2, ben, ça veut dire que, bon, si vous voulez, S2 n'a que des D sur la diagonale, donc sa trace c'est MD. Voilà. Donc on a trois égalités que j'appelle ABC, et là maintenant, ben, comme j'ai envie d'éliminer les lambda I qui sont assez disgracieux, hein, de toute façon les racines d'une équation, quelle qu'elle soit, elles sont disgracieuses, et on essaie de les éliminer, eh bien on va les éliminer en faisant une combinaison linéaire, ici, et cette combinaison linéaire, étant donné que les lambda I vérifient où est-ce qu'elle est passée mon équation, ici, et ce sont les racines de cette équation-là, eh bien ça va faire 0. Donc on élimine ici les lambda I. Qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester D2 plus D plus 1 moins D. Bon, donc ça fait D2 plus 1. Là, tout va s'éliminer. Et le membre de droite, ben, on a dit trace de S2 c'est ND, plus trace de S ici, plus 1 moins D facteur de N. Et là, ND moins ND ça fait 0, il va rester N. Mais N c'est égal à D2 plus 1 d'après le 1, et donc ça fait que la trace de S est égale à 0. Alors ça c'est assez marrant, je trouve ça assez amusant. D'ailleurs, je crois que dans le problème de l'ENS, ça n'y était pas, et dans l'exercice proposé par Bastien Lartigue, ça n'y était pas non plus, il me semble. Bon, c'était un peu différent en même temps, hein. Mais en gros, on peut se débarrasser d'une hypothèse ici qui disait que SII était égal à 0. Parce que maintenant, comme la trace est nulle, ça veut dire que la somme des SII est égale à 0. Mais comme la somme des SII, les SII c'est que des 0 et 1, ça veut dire que déjà, sur la diagonale de S, on n'a que des éléments nuls. Voilà. Alors, bon, bah c'est pas fini, hein. Donc là maintenant on a 0 ici, hein. Hop, tac. Alors maintenant, je vais, à partir de cette équation B, bah là, ça y est, c'est là où on met les mains dans le cambouis, hein. Là, on ne peut pas faire autrement. De toute façon, on se doute bien que ce genre de résultat, on ne va pas l'avoir
en appliquant des principes généraux et des théorèmes, on appuie juste sur un bouton. Là, il faut mettre les mains dedans. Et regardez, donc je vais multiplier par 2, ici, parce que lambda 1 et lambda 2, bon, bah, vous voyez, lambda 1 et lambda 2, ça va être, lambda, c'est moins 1 plus ou moins racine de 4D moins 3 sur 2. D'accord? Bon, voilà. Donc on va multiplier par 2 pour éliminer le 1,5, on va avoir le moins 1, et puis ce racine de 4D moins 3, le discriminant. Ok. Donc en multipliant par 2B, bah, on va obtenir 2D moins M1 plus M2, plus M1 moins M2, d'accord, à cause du plus ou moins ici, racine de 4D moins 3, égale 0. Bon. Ok. Maintenant, M1 plus M2, je peux le tirer de A. Donc avec A, j'obtiens que M1, donc M1 plus M2, hein, ça fait N moins 1, donc ça fait D2, d'après ça. Donc ici, je vais avoir 2D moins D2, je mets D en facteur, je passe de l'autre côté, ça fait M1 moins M2, fois K, mais K pour l'instant c'est racine de 4D moins 3, est égal à D facteur de D moins 2. Voilà, c'est pas fini. Long is the way. On va avoir ici du chemin à faire, à parcourir pour obtenir D, mais maintenant, on voit que le problème bascule sur un problème d'arithmétique, et c'est intéressant parce qu'on va voir des petits résultats d'arithmétique type lemme de Gauss, des problèmes de carré, des problèmes de divisibilité, des passages au quotient, bah, tout le petit outillage arithmétique sympathique. Alors, allons-y pour le versant arithmétique. On a posé k égale racine de 4d moins 3. Déjà, rien que le fait que les racines, les valeurs propres d'une matrice symétrique sont réelles, on sait que 4d moins 3 est positif. C'est-à-dire que d est supérieur ou égal à 1. C'est toujours ça de prix. Maintenant, k est égal à racine de 4d moins 3, et on avait trouvé m1 moins m2k est égal à d facteur de d moins 2. Ce qui veut dire que si D est différent de 2, d'accord, ça veut dire M et M1 est différent de M2, parce que D est strictement positif, hein, donc il suffit que D soit différent de 2 pour que ça ce soit non nul. Alors on peut diviser, et on sait que si D est différent de 2, on va se trouver dans ce cas-là pour l'instant, K est un rationnel. Voilà. C'est une racine, mais c'est une racine rationnelle. Alors, bon, il y a une propriété arithmétique qui dit que si un rationnel est racine d'une équation polynomiale avec un polynôme unitaire, alors c'est un entier. Bon, on va le redémontrer en quelque sorte. Unitaire à coefficient dans Z, pardon. Donc ici, K est dans Q, j'écris K égale P sur Q avec P et Q premier entre eux, hein, évidemment. P et Q premier entre eux. Voilà. J'élève au carré ici, ça va faire P2 égale 4D moins 3 Q2. Ce qui va faire, bon j'ai pris P et Q positif évidemment, ce qui va faire comme Q, d'après le lemme de Gauss, ça veut dire que Q est égal forcément à plus ou moins 1, donc 1 parce que tout est positif. Voilà. Et K, bien sûr, est strictement positif. Donc voilà. Donc pour l'instant, on a Q égale 1, ça veut dire K est dans Z, et comme il est positif, il est dans N étoiles, et D est supérieur ou égal à 1. On est toujours dans le cas D différent de 2. Donc maintenant, ça nous fait quoi sur K, qui est maintenant un entier, on va pouvoir vraiment faire de l'arithmétique. K divise D facteur de D moins 2. D facteur de D moins 2. Alors D, c'est K2 plus 3 sur 4. D'accord. D moins 2, donc du coup, c'est K2 plus 5 sur 4. Donc K divise ça. Donc maintenant, ça veut dire que K qui divise 16K, et 16K qui divise, du coup, K2 plus 3, facteur de K2 plus 5. Donc maintenant, je vais calculer dans Z sur KZ. Et dans Z sur KZ, comme K divise 8, ça veut dire que ça, c'est égal à 0. Donc ça veut dire, mais K est égal à 0, donc K2 est égal à 0. Ça veut dire que 15 est égal à 0.
dans Z sur KZ, ce qui veut dire que K divise 15. Donc K peut être égal qu'à 1, 3, 5, 15. Bon, on fait le bilan. Pour K égale 1, on va avoir D égale 1. Pour K égale 3, on a D égale 3. Pour 5, 5 au carré, ça fait 25 plus 3, 28 divisé par 4, 7. Donc on a le 7. Et pour 15, vous vérifiez qu'on a 57. Et il ne faut pas oublier le 2, parce que on avait fait le cas à part, donc on a la possibilité d'avoir 2. Et effectivement, ça va marcher pour 2. Voilà, on a terminé l'exercice. Bon, le problème DNS, justement, partait ensuite sur des exemples. Hein, et on a terminé ici le développement. Hein, finalement, si on veut en faire un développement. Mais on peut continuer sur le problème DNS, et on va le relier, et c'est là où c'est génial, à un théorème qui s'appelle le théorème de Hoffman-Singleton, où on voit le problème en situation. Et là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, en situation, ça veut dire que c'est lié à la théorie des graphes. Effectivement, hein, ça veut dire que c'est 0 et 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un graphe, un graphe où il n'y a que des branches simples, eh bien, on va mettre 0, donc les sommets, on va avoir n sommets, hein, donc c'est un graphe à n sommets, et on va faire une matrice. Bon, par exemple, ici, la matrice, ça va être 0, 1, 1, 0, voilà, donc on a le sommet 1, le sommet 2, donc ici, entre 1 et 1, il n'y a pas d'arête, entre 1 et 2, il y a une arête, il y a entre 2 et 1, il y a forcément une arête, donc c'est forcément une matrice symétrique avec que des 0 et des 1, parce qu'il n'y a qu'un seul chemin de longueur 1 entre deux sommets, au maximum, ou 0. Voilà. Donc ça vous fait des graphes comme ça. Donc je vous laisse regarder la matrice qui correspondrait au graphe ici, avec que des 0 et des 1, avec 1, 2, 3, 4, 5 en cycle. En fait, quel est le problème? Le problème, c'est le suivant. On veut un graphe de degré D. Ça veut dire que chaque sommet, il part exactement des arêtes. Par exemple ici, de chaque sommet, il part exactement une arête. De chaque sommet, il part exactement 2 arêtes. Et là, de chaque sommet, il part exactement 3 arêtes. Donc c'est les 1, 2, 3 qu'on a ici. Donc D, c'est le degré du graphe. Et on veut de plus un diamètre 2. Alors, le diamètre du graphe doit être égal à 2. Ça veut dire que le max de la distance entre deux sommets doit être 2. Qu'est-ce que c'est la distance? C'est le chemin minimal parcouru entre deux sommets. Ici, entre ça et ça, la distance c'est 1. Entre ça et ça, la distance c'est 2. Entre ça et ça, attention, c'est pas 3, c'est 2, parce qu'on peut passer de ce côté-là. Donc, là, ici, on voit bien qu'on a un graphe de diamètre 2. Alors là, il faut l'effacer, celui-ci, parce qu'il ne correspond pas à ce qu'on veut. On a un diamètre 1, donc bon, on n'a pas un diamètre 2. Donc on l'élimine. Et ici, c'est le fameux graphe de Petersen, qui est un graphe de diamètre 2. Vous voyez que dès que vous avez, par exemple, ce point-là et ce point-là, ils sont distants de 1, là, distants de 1, mais vous avez ici, ce point-là et ce point-là sont distants de 2, ce point-là et ce point-là sont distants de 2, etc., etc. Il y a une belle symétrie, le graphe de Petersen, bon, c'est un graphe intéressant à plus d'un titre. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on veut en plus? Comment on va obtenir? Alors, déjà, ça, on le comprend. Parce que le fait que SU est égal à DU, ça dit exactement que chaque sommet est de degré D. Vérifiez-le. Et le diamètre 2, comment ça va s'exprimer? Est-ce que ça va s'exprimer comme ça? Pas tout à fait. En fait, on veut optimiser le graphe, optimiser le nombre de sommets du graphe. À partir du moment où le diamètre est 2 et le degré du graphe est D, regardez, vous partez d'un sommet, S, et il va avoir combien de voisins? Il a des voisins. Ces voisins ont combien de voisins? À part lui-même, à part S lui-même. Donc, des moins 1, puisque chaque voisin
à D voisins, mais il faut enlever S, donc D moins 1. Donc ça, c'est l'ensemble des points donc, qui vont être au plus 2 de S. Ensuite, il va y avoir les points qui sont à 1 de S, donc c'est D, et il va y avoir S, c'est 1. Et maintenant, quand on veut que le diamètre soit 2, bah, on est en train de dire que ces points recouvrent l'ensemble des sommets. Donc, vouloir un diamètre 2, c'est vouloir que, déjà, c'est vouloir que n soit inférieur ou égal à ce nombre-là, qui est égal à D2 plus 1. Alors, il pourrait y avoir des éléments communs, c'est pour ça que c'est inférieur ou égal. Hein. Il pourrait y avoir des éléments communs entre les éléments qui sont à distance 2, ici, qu'on a compté comme étant à distance 2, et les éléments qui sont à distance 1. Mais, étant donné qu'on a voulu un max de sommets, eh bien, on veut mais là maintenant, on veut un max de sommets, et on veut l'égalité. Et on se convainc, donc ça c'est bien fait dans le livre de Bastien Lartigue, hein, c'est bien expliqué. Ce max de sommets implique que forcément on va avoir donc l'égalité. Quand c'est ce qu'on a le cas d'égalité, on n'est pas sûr d'avoir le cas d'égalité, on a une inégalité imposée, mais est-ce qu'on est sûr d'avoir le cas d'égalité? Eh bien, le truc, c'est que à partir du moment, si on a le cas d'égalité, alors il y a au maximum un chemin de longueur 2 entre deux éléments, ou un chemin de longueur 1. C'est-à-dire qu'il y a unicité du chemin, hein, en gros, hein, vous avez S, on ne peut pas avoir deux chemins de longueur 2, par exemple, parce que si on avait deux chemins, ben, ça diminuerait le nombre de sommets par rapport à si on a quelque chose comme ça et comme ça. Voilà. Bien. Donc, ça fait que, quand je regarde S2 plus S, S2, bon, S, c'est la matrice, finalement, des chemins de longueur 1, ça nous donne 1 ou 0, selon s'il existe entre I et J des chemins de longueur 1 ou pas. Bon. Et S2, ben, c'est les chemins de longueur 2. Faites-le, hein, regardez la définition de S au carré, et vous voyez que c'est le nombre de chemins de longueur 2 entre I et J, à chaque coordonnée IJ. Alors, qu'est-ce que c'est que S2 plus S? Eh ben, c'est le nombre de chemins de longueur 1 ou 2. Bon. Alors, sur la diagonale, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire quel est le nombre de chemins de longueur 1 ou 2 entre S et S. Et là, ben, ça va être D. Et si S est différent de S', ben, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, ben, ce que je vous demande d'admettre, en gros, ben, il n'y a qu'une seule possibilité de chemin de longueur 1 ou 2, à cause de cette maximalité. Donc ça veut dire que S2 plus S, c'est égal à ce truc-là, cette matrice-là, qui est égale à D-1 IN plus J. Voilà, et ça explique ça. Alors, pour la petite histoire, bon, pour D égale 2, on n'a que ce graphe-là. Pour D égale 3, on n'a que ce graphe-là. Pour D égale 7, on a un graphe que vous pouvez voir, quand vous tapez graphe de Moore, vous allez voir ce magnifique graphe, parce que pour D égale 7, ça fait que N est égal à 50. Donc vous avez une étoile magnifique à 50 sommets, une étoile avec une sous-étoile à l'intérieur. Donc là, c'est un graphe magnifique. Et il y a unicité, donc on sait tout dire à peu près. Mais pour 57, il y a encore une conjecture. Il y a un article de février 2023 où il dit qu'on ne sait toujours pas si pour 57, il existe une matrice ou un graphe de Moore. Voilà, on termine ainsi ce voyage au milieu du théorème spectral, de la réduction, en passant par la trace, évidemment, l'arithmétique, la théorie des graphes. Oui, je remercie Éric Jambon d'avoir signalé ce joli exercice. Et maintenant, vous pouvez revenir sur l'exercice comme un ruban de Möbius ou revoir le film de David Lynch, Mulholland Drive.
a very strange day. Getting stranger.